Tu crois lire les gens facilement. Tu crois comprendre les intentions, les regards, les silences. Mais la vérité est souvent plus brutale. Ce que tu interprètes comme de l'indifférence peut être un signal, et ce que tu prends pour de l'intérêt peut être une illusion parfaitement neutre. La plupart des hommes ne manquent pas de courage, ils manquent de lecture. Ils ne voient pas ce qui est déjà devant eux, et c'est là que tout commence. Parce que dans les relations humaines, surtout dans l'attraction entre un homme et une femme, il existe une zone grise que presque personne ne sait décoder. Une zone faite de micro-signaux, de comportements subtils, de contradictions apparentes. Et si tu ne comprends pas cette zone, tu passes à côté de choses évidentes, ou tu poursuis des fantômes. Les stoïciens auraient observé cela avec une lucidité froide. Pour eux, ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les événements, mais les jugements qu'il porte sur eux. Épictète le disait autrement. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te perturbe, mais l'idée que tu t'en fais. Et dans les relations humaines, cette phrase devient une arme de lucidité redoutable. Parce que tu ne réagis pas aux femmes elles-mêmes, tu réagis à ce que tu crois qu'elles veulent dire. Et pourtant, il existe des signes. Pas des preuves absolues, pas des certitudes, mais des indices. Des comportements répétés qui, mis bout à bout, dessinent une intention. Le problème, c'est que la plupart des hommes regardent ces signes avec un filtre émotionnel, pas rationnel. Ils espèrent, ils projettent, ils imaginent. Et dans cette projection, ils perdent leur lucidité. Marc Aurèle rappelait une idée simple. Regarde les choses pour ce qu'elles sont, non pour ce que tu aimerais qu'elles soient. Et c'est exactement ici que tout bascule. Parce qu'une femme peut envoyer des signaux subtils sans même s'en rendre compte, et un homme peut les amplifier dans son esprit jusqu'à créer une histoire qui n'existe pas. Mais il y a aussi l'inverse. Certaines femmes ne disent jamais clairement ce qu'elles veulent. Elles testent, elles observent, elles créent des situations sans intention explicite. Non pas par manipulation, mais parce que l'interaction humaine est souvent indirecte. Et dans cette danse silencieuse, seuls ceux qui observent vraiment comprennent. Le premier piège, c'est de croire que l'intérêt est toujours explicite. Qu'une femme intéressée va forcément être directe, claire, évidente. La réalité est plus nuancée. Dans beaucoup de cas, l'intérêt passe par des gestes minuscules. Une présence prolongée dans ton environnement. Une manière de revenir dans la conversation sans raison apparente. Une curiosité qui dépasse le simple échange social. Mais attention, la lecture stoïcienne de ces signes n'est pas une invitation à fantasmer. C'est exactement l'inverse. C'est une invitation à observer sans émotion excessive, à analyser sans s'emporter, à rester maître de ton interprétation. Parce que ce qui détruit la plupart des dynamiques entre hommes et femmes, ce n'est pas le manque de signes, c'est l'excès d'interprétation. Tu connais sûrement cette situation. Une conversation légère, un sourire, une attention un peu plus longue que la normale. Et immédiatement, dans ton esprit, une histoire se construit. Tu commences à lire des intentions là où il n'y a peut-être qu'un moment agréable. Et c'est là que tu perds ton équilibre intérieur. Sénèque insistait sur un point fondamental. La tranquillité de l'esprit dépend de la maîtrise des représentations mentales. Autrement dit, ce n'est pas ce que tu vois qui te perturbe, c'est ce que tu en fais dans ta tête. Alors si on veut comprendre les signes subtils, il faut d'abord apprendre à se détacher de l'envie de les forcer à signifier quelque chose. Dans les interactions humaines, il existe des comportements récurrents chez certaines femmes lorsqu'une forme d'intérêt commence à émerger. Pas un intérêt déclaré, pas une évidence, mais une ouverture. Une curiosité qui dépasse la simple politesse sociale. Cela peut commencer par une présence inhabituelle. Une femme qui trouve des raisons de rester dans ton espace, même quand la conversation est terminée. Elle ne part pas immédiatement, elle ralentit le rythme du départ. Elle prolonge le moment sans justification claire. Cela peut aussi apparaître dans la manière dont elle engage la discussion. Elle revient sur des détails que tu as mentionnés plus tôt. Elle retient des informations que d'autres auraient oubliées. Pas parce qu'elle y réfléchit consciemment, mais parce que son attention s'est accrochée à toi plus que nécessaire. Mais encore une fois, le stoïcisme t'impose une règle. Ne confonds jamais observation et conclusion. Voir un comportement ne signifie pas en comprendre la cause. Un autre aspect souvent ignoré, c'est la dynamique émotionnelle. Une personne qui s'intéresse à toi ne cherche pas forcément à te le montrer directement. Elle teste parfois ton attention, ta constance, ta réaction face à ses silences ou ses variations. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils réagissent trop vite, trop fort, ou pas du tout. Ils interprètent un retrait comme un rejet,
ou une présence comme une certitude. Dans les deux cas, ils sortent de la neutralité mentale. Le stoïcien, lui, reste dans une posture différente. Il observe sans se perdre. Il note sans conclure. Il reste disponible mentalement sans être captif émotionnellement. Et si tu veux comprendre ces signes subtils, tu dois commencer par là. Non pas chercher des réponses immédiates, mais apprendre à suspendre ton jugement assez longtemps pour que la réalité se révèle d'elle-même. Parce que la vérité est simple, les signaux existent, mais ils ne sont jamais isolés. Ils prennent sens uniquement dans une continuité. Et c'est cette continuité que la majorité des hommes ne prennent pas le temps de voir. Dans la suite, on va entrer dans des comportements plus précis, plus révélateurs, mais toujours avec une règle fondamentale en tête. Ne jamais confondre lecture et interprétation précipitée. C'est cette discipline mentale qui sépare ceux qui subissent les relations de ceux qui les comprennent vraiment. Quand on continue à observer les comportements humains sans se précipiter dans les conclusions, quelque chose change profondément dans ta perception. Tu ne vois plus des actions isolées, tu vois des patterns. Et c'est précisément dans ces patterns que les intentions commencent à se dessiner. Le premier signe évoquait cette présence qui s'étire, ce moment qui refuse de se terminer trop vite, comme si la sortie n'était jamais vraiment une urgence. Mais il existe un niveau plus subtil encore, un niveau où ce n'est plus le corps qui parle, mais l'attention. Parce que lorsqu'une personne commence à s'intéresser réellement à quelqu'un, son esprit change de direction sans qu'elle s'en rende compte. Elle ne se contente plus de répondre, elle commence à explorer. Elle ne réagit plus seulement à ce que tu dis, elle cherche ce qu'il y a derrière ce que tu dis. C'est là qu'apparaît un deuxième signe, beaucoup plus discret, presque invisible pour celui qui n'observe pas avec patience. C'est la curiosité prolongée. Pas la curiosité superficielle des premières minutes d'une rencontre, mais celle qui revient, qui insiste, qui creuse. Une femme peut alors revenir sur des détails que tu as toi-même oubliés, une phrase que tu as prononcée en passant, une anecdote sans importance apparente, une opinion que tu as donnée sans y penser. Et pourtant, elle la ramène dans la conversation plus tard, comme si cet élément avait pris une place particulière dans son esprit. Ce n'est pas un hasard. L'esprit humain filtre constamment les informations. Ce qu'il retient sans effort révèle souvent ce qu'il a touché, intrigué ou marqué. Et dans ces moments-là, ce n'est pas la logique qui parle, c'est l'attention spontanée. Mais encore une fois, un stoïcien ne s'arrête jamais à une seule observation. Il ne transforme pas un indice en certitude. Il accumule, il compare, il attend que les comportements se répètent assez pour dessiner une cohérence. Marc Aurèle rappelait que tout ce que nous voyons est subjectif tant que nous ne l'avons pas replacé dans un ensemble plus large. Et dans les relations humaines, cette idée devient essentielle. Parce qu'un seul geste ne veut rien dire, mais une série de gestes, dans une direction constante, commence à parler. Le deuxième signe n'est donc pas seulement la curiosité, mais la persistance de cette curiosité. Quand quelqu'un revient vers ton monde intérieur sans raison apparente, quand elle cherche à comprendre ta manière de penser plutôt que simplement ce que tu fais, quelque chose s'installe. Et pourtant, même ici, le piège est immense. Parce que l'esprit humain adore créer des récits. Tu peux facilement confondre une curiosité naturelle avec une intention personnelle. Tu peux croire que l'attention est dirigée vers toi, alors qu'elle est simplement dirigée vers une idée, un moment, une ambiance. C'est ici que la discipline stoïcienne devient une protection. Elle t'empêche de t'approprier ce qui ne t'appartient pas encore. Elle t'oblige à rester dans l'observation, pas dans la projection. Et c'est précisément cette différence qui sépare la clarté mentale du chaos émotionnel. Il existe aussi un troisième signe, encore plus subtil, encore plus difficile à identifier, parce qu'il ne repose pas sur les mots, mais sur les ajustements invisibles du comportement. C'est le phénomène de synchronisation. Quand deux personnes interagissent régulièrement et qu'une forme d'intérêt commence à émerger, leur comportement commence parfois à s'aligner. Les rythmes de parole se rapprochent, les pauses deviennent similaires, les réactions émotionnelles se reflètent légèrement. Une personne peut commencer à adopter inconsciemment certaines expressions de l'autre, certains gestes, certaines manières de répondre. Ce n'est pas une imitation consciente, c'est un ajustement naturel du système social humain. Le cerveau cherche l'harmonie dans les interactions qu'il valorise. Mais attention, encore une fois, ce signe n'a aucune valeur isolée. Le simple fait de s'entendre avec quelqu'un peut créer une synchronisation temporaire. Ce qui compte, ce n'est pas sa présence, mais sa continuité dans le temps et sa spécificité envers une seule personne. Parce que si cette synchronisation n'apparaît que dans ta présence et pas dans les autres interactions de la personne,
alors elles commencent à devenir significatives. Et pourtant, même ici, la prudence reste nécessaire. Le stoïcisme ne te demande jamais de conclure trop vite. Il te demande de rester dans une forme de suspension active, une vigilance calme. Sénèque disait que la pire erreur de l'homme est de croire trop vite qu'il comprend. Et dans les relations humaines, cette erreur est constante. On croit comprendre un regard, un silence, un sourire, alors qu'on ne fait que projeter une intention sur un comportement neutre. C'est pour cela que la maîtrise de soi devient plus importante que la maîtrise des signes. Il y a quelque chose que beaucoup ne réalisent pas. Plus tu deviens obsédé par les signaux, moins tu es capable de les lire correctement. Parce que tu ne regardes plus la personne, tu regardes ce que tu veux voir. Et à ce moment-là, tu n'es plus dans la réalité, tu es dans une interprétation permanente. C'est ici qu'un rappel simple mais essentiel doit être entendu. Si tu veux vraiment comprendre les dynamiques humaines, tu dois d'abord apprendre à ne pas en dépendre émotionnellement. Abonne-toi si tu ressens que ce type de lucidité te parle, parce que ce qu'on explore ici, ce n'est pas seulement la séduction ou les relations, c'est la manière dont tu lis le monde sans te perdre dedans. Et cette capacité, elle change complètement la manière dont tu vis les interactions. Parce qu'à partir du moment où tu ne cherches plus à valider une hypothèse, tu commences à voir ce qui est réellement là. Et dans cette lucidité, quelque chose de plus profond apparaît. Tu ne deviens pas froid, tu deviens stable. Tu ne deviens pas distant, tu deviens clair. Et cette clarté, les stoïciens la considéraient comme une forme de liberté intérieure. Mais il reste encore un dernier niveau à explorer. Un niveau où les signaux ne sont plus dans la curiosité ou la synchronisation, mais dans une forme de tension subtile entre présence et retrait, entre ouverture et contrôle. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. C'est souvent dans la tension entre deux mouvements opposés que la vérité des comportements humains apparaît le plus clairement. Ni dans l'excès de présence, ni dans l'absence totale, mais dans cette oscillation étrange entre ouverture et contrôle. C'est ici que se situe le quatrième signe, le plus mal compris de tous, celui qui pousse le plus d'hommes à se tromper parce qu'il semble contradictoire. Il s'agit de l'alternance entre proximité et retrait. Une femme peut, à certains moments, être clairement engagée dans l'échange, présente, réactive, presque chaleureuse dans sa manière de répondre. Et puis, sans raison évidente, elle prend de la distance. Pas une distance brutale, pas un rejet, mais un léger recul, une forme de silence, un ralentissement, une neutralité soudaine. Et c'est précisément cette alternance qui trouble. L'esprit humain déteste l'incertitude. Il veut des lignes droites, des intentions fixes, des réponses constantes. Mais les relations humaines ne fonctionnent presque jamais ainsi. Elles respirent, elles avancent et reculent. Elles testent la stabilité de l'autre sans même en avoir conscience. Dans cette dynamique, le retrait n'est pas toujours un désintérêt, et la présence n'est pas toujours une confirmation. C'est là que beaucoup d'hommes perdent leur lucidité. Ils interprètent chaque variation comme une réponse définitive. Ils voient un moment de distance comme un rejet, ou un moment de proximité comme une validation totale. Mais le stoïcien observe autrement. Il comprend que les êtres humains ne sont pas des mécanismes constants. Ils sont traversés par des états, des émotions, des contextes, des influences invisibles. Et ce qui compte, ce n'est pas la fluctuation elle-même, mais sa direction générale. Marc Aurèle insistait sur cette idée. Regarde la tendance, pas l'instant. Parce que l'instant est toujours trompeur, mais la répétition révèle la nature des choses. Dans le cas de cette alternance, ce qui devient intéressant, ce n'est pas le retrait ponctuel, mais le fait qu'il soit suivi d'un retour. Ce n'est pas la présence isolée, mais le fait qu'elle revienne après la distance. Cette dynamique crée une tension naturelle, une forme d'espace mental où l'autre personne occupe une place même lorsqu'elle n'est pas là. Et c'est souvent dans cet espace que naît une forme d'attachement subtil, non pas forcé, mais construit par la répétition. Mais attention, ici encore, la lucidité est essentielle. Ce type de dynamique ne doit jamais être confondu avec une preuve absolue d'intérêt. Il peut exister pour de multiples raisons. Habitudes sociales, personnalité ambivalente, contexte émotionnel, simple variation de confort. C'est pour cela que le stoïcisme impose une règle fondamentale. Ne jamais réduire un comportement humain à une seule explication. Plus tu simplifies, plus tu te trompes. Et plus tu cherches une certitude immédiate, plus tu t'éloignes de la réalité. Il existe une forme de maturité intérieure qui consiste à accepter que tu ne sauras pas tout immédiatement, que certaines choses se révèlent dans le temps et non dans l'instant. Sénèque disait que l'esprit tranquille n'est pas celui qui comprend tout, mais celui qui accepte ce qu'il ne peut pas encore comprendre.
Et dans les relations humaines, cette phrase devient une base solide. Parce que si tu regardes honnêtement, la plupart des erreurs viennent d'une seule chose, vouloir conclure trop vite. Tu vois un signe, tu construis une histoire. Tu ressens une attention, tu construis une attente. Tu observes une variation. Tu construis une peur ou un espoir. Et dans tous les cas, tu sors de la réalité pour entrer dans l'interprétation. Le dernier niveau de lecture de ces signes subtils n'est donc pas une question de technique. C'est une question de discipline mentale. Être capable de voir sans surinterpréter, d'observer sans projeter, de rester dans une forme de neutralité intérieure, même lorsque les émotions commencent à pousser vers une conclusion. C'est cela, la véritable force stoïcienne dans les relations humaines. Et paradoxalement, c'est cette stabilité qui te rend plus lucide sur les autres. Parce que tu n'es plus en train de chercher des réponses pour te rassurer. Tu es simplement en train de voir ce qui est là. Et dans cet état, quelque chose change. Tu commences à remarquer que ce que tu prenais pour des jeux de séduction complexes sont souvent des dynamiques beaucoup plus simples, humaines, imparfaites. Tu réalises que les signaux ne sont pas des codes secrets à déchiffrer, mais des expressions naturelles de l'attention, de la curiosité ou parfois de la simple coïncidence. Et cette compréhension t'enlève une lourde charge mentale. Tu n'es plus dans la chasse aux signes, tu es dans la lecture du réel. Et c'est exactement là que la clarté apparaît. Parce qu'au fond, comprendre ces signaux subtils ne sert pas à contrôler les autres. Ça sert à ne plus te perdre toi-même dans ce que tu crois voir. Le stoïcisme ne te donne pas le pouvoir de lire les pensées des autres. Il te donne quelque chose de plus précieux, la capacité de ne pas être dominé par les tiennes. Et dans un monde où presque tout le monde interprète trop vite, cette capacité devient une forme rare de liberté intérieure. Alors retiens ceci, les signes existent, mais ils ne sont jamais des verdicts. Ils sont des indications, des fragments, des mouvements. Et seule la patience permet de les comprendre sans se tromper. Parce qu'au final, ce n'est pas la subtilité des signes qui détermine la qualité de ta lecture du monde. C'est la clarté de ton esprit face à eux. Et cette clarté-là, personne ne peut te la donner. Elle se construit dans le silence, dans l'observation et dans la discipline de ne pas conclure trop vite.